Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal Salut à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité. La RDC expérimente une histoire rocambolesque dans les institutions. Un jeune homme s'est fait passer pour un député, à la fois sénateur aussi. Il a été déclaré. Nous ouvrons ce journal avec cette brève. Le président Félix Tshisekedi est attendu à Kisangani ce mercredi 23 octobre. Il doit notamment inaugurer plusieurs infrastructures ou réhabilitées, construites ou réhabilitées, comme l'aéroport international de Bangoka. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Chabani Louko, ainsi que le ministre des Finances, Doudou Fwamba, sont déjà sur place. Nous sommes arrivés à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, à la tête d'une importante délégation gouvernementale. Notre mission, préparer l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en mission d'itinérance dans cette province, a notamment déclaré le vice-premier ministre Chabani Louko à sa descente d'avion. Le débat autour de la révision de la Constitution continue de susciter de nombreuses réactions. La dernière en date est celle du coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela. Pour lui, le moment n'est pas propice pour que la RDC change la Constitution. Il a exprimé son point de vue au téléphone. Il a été joint par Patience Lokeke. C'est un débat inutile et de trop. La Constitution, dans tout le cas, est révisable. Ce n'est pas interdit de la réviser. Le problème, c'est de savoir à quel moment on peut réviser cette Constitution. L'article 219 de la Constitution le fixe de façon beaucoup plus claire à quel moment précis nous pouvons recourir à la révision de la Constitution. Et lorsque vous remontez à l'article 218, on nous montre qui peuvent activer le mécanisme de la révision de la Constitution. Autant d'éléments. Et au 220, le mécanisme les interdit et certaines choses qui sont interdites qui ne peuvent pas être révisées. Qu'à cela ne tienne, en état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Le pays en guerre ne peut pas réviser la Constitution. Quand nous observons le contexte politique de la RDC, notre pays est en état de siège. Est-ce que le moment est indiqué pour la révision de la Constitution? Nous dirons non. Ça, c'est de 1. De 2. À quel problème précis qui touche au quotidien du Congolais une fois la Constitution révisée, ce problème pourrait être résolu? Est-ce le problème de la corruption, des détournements, de l'impunité, de l'enrichissement illicite, ou c'est le problème de la justice qui est malade qui trouvera solution avec la révision? Une des réseaux sociaux, un jeune homme a été démasqué et arrêté pour s'être fait passer pour un député national et sénateur, alors qu'il ne l'était pas. Ce dernier a siégé même à l'Assemblée nationale en participant à des plénières. Que dit la loi sur l'usurpation de fonctions publiques? Les détails dans cet élément. Prophète, champion en arts martiaux, sénateur et député, autant de casquettes qu'un jeune homme a tenté de revêtir sans en assumer aucune véritablement. Ce dernier, un simple chômeur, a été démasqué et arrêté le lundi 21 octobre par la police alors qu'il siégeait dans une réunion restreinte avec les députés, se présentant comme l'un d'eux. Cette affaire a largement été commentée sur les réseaux sociaux. Quelles sont les charges qui pèseront sur lui avant l'examen approfondi de son dossier? Moïse Pika, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, répond. En ce qui concerne M. Israël Bongo, qui s'est faussement attribué la qualité du député national, il doit être poursuivi par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe
juridiction compétente, conformément bien sûr aux dispositions de la loi de 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Le tribunal de paix est compétent pour se saisir ou statuer sur tous les faits infractionnels punissables de 1 à 5 ans d'emprisonnement ou de servitude pénale. Alors, M. Israël Bongo s'est attribué la qualité du député national, s'est faussement attribué la qualité du député national alors qu'il ne l'est pas. Il a porté les insignes de l'État, c'est-à-dire les insignes que tout député national élu doit porter alors que lui n'est pas député national. Donc, il a violé les dispositions de l'article 123 du Code pénal congolais, livre 2. Selon l'article 123 du Code pénal, livre 2, la sanction qui pourrait lui être réservée est de 1 à 2 ans de servitude pénale. Donc, ce comportement-là viole l'article 123 qui punit l'usurpation des fonctions publiques. Lui n'est pas député national, mais il s'est porté la qualité du député national. Il a utilisé les insignes du député national, c'est-à-dire les insignes de l'État. Donc, il doit être poursuivi pour usurpation des fonctions publiques, fait punissable par l'article 123 du Code pénal congolais, livre 2, de 1 à 2 ans de servitude pénale. Cette affaire suscite des inquiétudes quant à la sécurité des institutions étatiques. Comment un jeune homme a-t-il pu accéder aussi facilement à ces lieux et se faire passer pour un député pendant plusieurs mois? La réponse ne viendra peut-être jamais dans un pays où les enquêtes ne révèlent pas souvent leurs secrets. Intéressons-nous à présent à la question de la desserte en eau potable. Démarrée en mars de cette année, les travaux de construction d'un complexe industriel d'approvisionnement en eau potable pour desservir les habitants des communes de Barumbu, Makala et Kintambo avancent à grands pas. Cependant, sur le terrain, les travailleurs rencontrent de nombreux défis. Nos équipes se sont rendues sur le pont Makelele pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Francine Moukeba et Eneka Bamba. Dans la commune de Kitambo, un projet ambitieux d'approvisionnement en eau potable est en cours, visant à relier cette zone au réservoir de Makala 1, situé dans la commune de Barumbu. Initié en 2019, ce projet a pour objectif de remédier à la crise d'eau potable que la population endure depuis trop longtemps. Ces projets comprend les captages de l'eau du fleuve Congo, suivi de l'installation de conduites destinées à acheminer cette ressource vers une usine de traitement située en Binza. Conçue pour produire un débit quotidien de 310 000 mm3 d'eau potable, cette usine représente une ressource vitale pour les habitants de la région. Le chantier est sectionné, il y a des gens qui sont en Gouma, il y a d'autres qui sont en Giringir et ils font la pose conduite. Mais moi, ici, au niveau de Makelele, je suis là pour faire des poteaux, soit des piles qui vont soutenir la conduite qui serait surélevée. Cependant, la progression du projet rencontre plusieurs défis. Il y a des câbles qui sont éparpillés, que ce soit des moyennes tensions, que ce soit des basses tensions. Il y a aussi un problème lié au réseau téléphonique, avec des fibres optiques. Il y a Canal Box, il y a RTL, Orange, chacun a sa manière d'installer ces histoires. Il y a les DPO de l'OVD qui nous accompagnent au projet. Et il y a aussi la sécurité civile comme militaire pour essayer un peu de régulariser la circulation comme là à Ngouma. Il y a vraiment une fréquence, soit un grand trafic. Il y a les véhicules qui passent, mais on est obligé de faire avancer aussi les travaux. Sa durée est fixée à 10 ans. Bien qu'un dépassement soit envisageable, cela ne devrait pas compromettre le calendrier global, comme l'a souligné l'ingénieur rencontré sur place. En cas de retard, les charges supplémentaires incomberont à l'entreprise d'exécution. Une fois l'eau arrivée au réservoir, la régie des eaux sera chargée d'assurer une distribution fiable à la population. De l'eau à Kinshasa, nous allons en parler, mais dans l'autre sens, parce que l'eau qui déborde, ça s'appelle inondation. Et vous le savez, la ville de Kinshasa a vécu des inondations graves le week-end. Et pour cela, nous allons accueillir Jean-François Mombia, qui est président du réseau des informations et d'appui aux ONG environnementales à RDC. Je m'en vais déjà avec la première question. Selon vous, quelles sont les causes de ces inondations ?
Bon, pour la République démocratique du Congo, les inondations, c'est pas seulement une question de la ville de Kinshasa, il y en a partout. À la seule différence qu'il y a une petite nuance. À l'intérieur du pays, c'est lié totalement aux conditions climatiques, au réchauffement planétaire et tout ce qui se passe avec des causes aussi multiples et nombreuses, comme on peut le dire. Mais pour le cas de Kinshasa, qu'on se le dise, ce n'est pas vraiment pour des raisons climatiques ou le changement climatique. C'est clair que le pays est très mal géré. C'est déplorable qu'on se le dise. Nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour qu'il y ait la paix à l'Est, tout ça, à cause des banditismes, des bandits à main armée, des gens qui se disent rebelles. En réalité, ce sont des personnes avec des attitudes de mercenaires qui s'arrangent, qui complotent avec les étrangers pour venir payer au pays. Mais ici, à Kinshasa, on se bat, mais il y a une espèce de banditisme qui se développe ici, en tout cas au niveau de la gestion de la chose publique. Le pays est très mal géré. Comme on dit à Lingala, Taba Akamoka Singa Loketo, mais à Kingote. Tout le monde se le disait pendant la saison sèche ici. Mais ils n'ont rien foutu, les routes ne sont pas réhabilitées, tout ça, et donc les eaux ne sont pas... On n'a pas donc débouché des terrassés, des caniveaux, tout ça. Donc les artères ne sont pas sensiblement entretenues. Ça, c'est le problème de l'État. Donc, il y a un gouverneur pour la ville de Kinshasa. Je déplore avec la dernière énergie que le gouverneur, un de ses représentants est passé aujourd'hui sur Top Congo pour essayer de lancer un message de condoléances aux familles victimes. Je ne pense pas que cela soit une bonne manière de faire les choses. Ça ne vaut pas son pesant d'or, ce message de condoléances. Ça aurait été voulu bien. Notre gouverneur puisse lancer un message comme ça, si lui n'avait pas une part de responsabilité. Mais ici, qu'on se le dise, le gouverneur n'a une part de responsabilité. C'est depuis presque une année qu'ils sont là, qu'on se le dise. Mais ils ne travaillent pas, on ne voit pas le travail. On voit des jeeps qui se multiplient. Ça devient une coutume pour les autorités, pour les dirigeants congolais. On n'accède pas au pouvoir pour donner réponse. On n'accède pas au pouvoir pour donner donc réponse aux problèmes de la société, de la communauté, le problème auquel la population congolaise est butée, mais on accède au pouvoir pour s'enrichir, pour essayer de se créer une banque comme ceux qui sont passés avant l'ont fait. Les autorités ne travaillent pas, dites-vous, mais que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est dû au réchauffement climatique au niveau mondial? Système de drainage, c'est la cause principale pour les... Ici, nous parlons de... Il faut bien circonstruire les choses. Ici, nous parlons des inondations à Kinshasa, la première pluie avec toutes les conséquences que cela peut donc comporte, en fait. Donc, pour les cas de Kinshasa, ça n'a rien à voir. L'unique, la cause principale, c'est les drainages, les caniveaux. Ce système-là ne fonctionne pas. Rien, le travail n'a pas été fait. Rien n'a été fait. C'est étonnant de voir que quand quelqu'un accède, nous ne sommes pas contre ceux qui accèdent au pouvoir, ce sont nos frères à nous. Nous les approchons quand même. C'est une preuve pour dire que ce ne sont pas nos ennemis. Mais la façon dont les choses se passent. La première chose pour un gouverneur qui arrive à Kinshasa, c'est de se taper une belle maison, c'est de s'acheter des voitures et comme son entourage aussi, mais de ne pas regarder au drainage. Ce n'est pas regarder au caniveau d'abord. Les routes sont dans quel état? Kasaï, totalement dans un état de délabrement avancé. Kassavubu, la même chose. Bokassa, la même chose. La semaine dernière, j'étais à Kingabwa. On va pleurer les gens à Kingabwa. En tout cas, comme le message de condoléances commence, et ils seront légion ce message-là. Puisque j'ai été à Kingabwa, en tout cas, à Kingabwa, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. En tout cas... Bon, là, maintenant que vous avez fait le constat, que faut-il faire encore? Parce que nous sommes au mois d'octobre, le mois de novembre sera très pluvieux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de telles inondations au pays? Inondation à Kinshasa, première chose, c'est d'abord, on va tenir compte de salubrité. Il faut que les drainages soient complètement curés. C'est la première des choses. Les pluies vont venir. Les pluies viennent ici. On ne peut pas faire une prière ici à Kinshasa pour qu'il y ait plus de pluie. Puisque à l'intérieur du pays, ceux qui cultivent ont besoin de cette pluie-là.
Voyez? Mais ici, la chose à faire, c'est que les autorités congolaises puissent prendre les choses au sérieux. Il n'y a pas que les gouverneurs de ville, les ministres de l'environnement, ils sont tous là. Il y a pas mal de taxes ici. En tout cas, chaque ministère a tendance à se retrouver avec une petite taxe derrière pour justifier sa raison d'être. Mais sur le terrain, on ne voit pas les choses en exécution. Les gens doivent travailler sérieusement, avec conscience. Dans toutes nos universités où nous sommes passés, chers frères ministres, députés et que sais-je encore, les slogans de nos universités et toutes les institutions publiques, c'était « Siata splendet et consciata ». Sa conscience n'est que ruine de l'âme. Vous travaillez, vous devez être conscient de vos responsabilités vis-à-vis de la population. Voilà. Merci bien, monsieur Jean-François Mombia. Je rappelle que vous êtes président du réseau d'information et d'appui aux ONG environnementales en République démocratique du Congo. Nous allons poursuivre ce journal pour se rendre à présent en province du Kasaï central, plus précisément à Kananga, où les travaux de route de Mbuji-Maï-Kalamba-Mbuji avancent avec les équipements, les fonds déjà disponibles pour couvrir les 42 km de traçage et à l'asphaltage. Cependant, le chronogramme prévoit une exécution de 24 mois, suscitant des inquiétudes chez les riverains. Ces derniers appellent le gouverneur ou bien le gouvernement provincial à porter une attention particulière à ce projet d'envergure nationale et d'augmenter les fonds pour accélérer les travaux, comme le souligne Francine Moukewa, comme l'a souligné dans ce reportage de Francine Moukewa. Mbuji sont en cours. Les équipements et les fonds sont déjà disponibles pour couvrir les 42 km des traçages jusqu'à l'asphaltage. Cependant, les chronogrammes prévoient une durée d'exécution d'environ 24 mois, ce qui suscite des inquiétudes chez les riverains. Ces travaux devaient consommer 24 mois et cela nous inquiète un peu et demandons une rectification quant à ce. Concernant la route Kananga-Kalamba-Mbuji, il est à noter que c'est une route d'une importance très capitale. C'est une route qui va définitivement désenclaver l'espace Grand Kasaï. C'est une route qui va augmenter les échanges commerciaux entre l'espace Grand Kasaï ainsi que le monde à travers le corridor de Luanda. C'est une route qui va augmenter et améliorer les indices économiques et cela va même toucher au développement. L'interviewé Jean-Pierre Kamwabou, vice-président provincial de la FENAPEC, appelle le gouvernement à apporter une attention particulière à ces projets d'envergure en demandant une augmentation des fonds pour accélérer les travaux. Nous demandons au chef de l'État ainsi que son gouvernement d'augmenter l'enveloppe lors du deuxième palier concernant les fonds. Aujourd'hui, la route a été financée à la hauteur de 40 millions. Nous voulons que l'enveloppe prochaine puisse aller même au double ou au triple pour que les délais d'exécution puissent être écourtés. Et pour cela, nous demandons aussi à l'autorité, à notre président de la République, à son gouvernement, de demander à l'entreprise chinoise qui a gagné et qui exécute les travaux de multiplier autant de chantiers, parce que plus qu'on aura de chantiers, le délai d'exécution va être écourté et cette route peut nous être offerte dans moins de 2 ans. Enfin, il exhorte les autorités à encourager l'entreprise à multiplier les chantiers. Avec une intensification des efforts, la route pourrait être achevée dans moins de 2 ans, offrant ainsi un sourire à toute la population du Kasaï central et de ses environs. Sur une note sportive, les Léopards Seniors Dames Handball ont débuté leur 2e stage au Portugal en prévision de la CAN RDC 2024 prévue à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre. Ce stage, qui ira jusqu'au 25 octobre, sera ponctué par 2 matchs amicaux, le 23 et 24 octobre, contre la sélection nationale du Portugal, rapporte Blaise Kouzola.
En prélude de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin 2024, les Léopards dames sont arrivés à Rio Mairo le week-end dernier pour un stage de préparation. C'est loin de la capitale congolaise que les joueuses de la République démocratique du Congo s'acclimatent. C'est dimanche 20 octobre 2024, elles ont officiellement entamé leur stage de préparation sur le sol portugais dont la durée n'a pas été révélée par la Fédération congolaise de handball. Pour cette 26e édition de la CAN féminine, c'est la ville de Kinshasa qui accueillera l'événement. 12 sélections nationales africaines s'affronteront du 27 novembre au 7 décembre 2024. Elles seront réparties en 2 poules de 6 et seules les 4 premières nations de chaque groupe pourront s'y qualifier pour le quart de finale. Un détail important à signaler, les 4 meilleures équipes de ce tournoi seront qualifiées pour le championnat du monde de handball féminin 2025. Les Congolaises qui évolueront à domicile connaissent déjà donc leurs objectifs. Place à présent à la page internationale. En vue de faciliter l'investissement et le renforcement le financement aussi des entreprises, notamment le start-up, la Tunisie œuvre à la numérisation totale du processus de création d'entreprises. Selon les autorités, le programme et projets en faveur de start-up tunisiennes sont nombreux et comprennent l'accompagnement, l'encadrement et le financement. Environ 150 start-up ont bénéficié jusqu'à présent d'un financement d'environ 4 millions de dinars. Suivez. En Tunisie, le chef du gouvernement Kamel Madouré a annoncé le renforcement de mécanismes du système étudiant, entrepreneur, prometteur et la facilitation de son accès. En rapport avec l'innovation et la créativité, un programme de conservation dans le métier du numérique a été lancé dans le cadre du développement de l'esprit de leadership chez le jeune. Les projets tunisiens de loi de finances 2025 prévoient la mise en place de plusieurs lignes de financement, des garanties et d'allocations au profit de petites et moyennes entreprises dans le start-up. L'objectif est de favoriser leur inclusion financière pour garantir leur durabilité et renforcer leur capacité d'embauche. La première ligne de crédit, dotée d'une enveloppe de 7 millions de dinars, soit 2,267,300 $, mobilisés sur les ressources du Fonds national de l'emploi, sera réservée tout au long de l'exercice 2025. Par ailleurs, le chef du gouvernement a annoncé le lancement de la plateforme auto-entrepreneur, une innovation interactive en ligne qui fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui permettra à tous les jeunes Tunisiens d'exercer des activités individuelles dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et autres. Après 2 années difficiles, les jeunes pousses africaines qui mettent l'innovation technologique au service de l'agriculture attirent de nouveau l'attention des investisseurs. Cependant, le financement reste concentré sur un nombre limité de pays disposant d'écosystèmes suffisamment développés. Suivez. Les levées de fonds des start-up africaines opérant dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation se sont établies à 145 millions de dollars au premier semestre 2024, enregistrant ainsi une hausse de 1,6% par rapport à la même période de 2023, malgré un contexte global marqué par les ralentissements du marché du capital risque, selon un rapport publié le 17 octobre par le fonds de capital risque Hedge Fonder. Les levées des fonds avaient chuté de 62% durant l'année écoulée pour s'établir à 275 millions de dollars seulement, suite à 2 ans fastes, 732 millions de dollars en 2022 et de 531 millions de dollars en 2021. Cela suggère une version au risque de la plupart des investisseurs qui s'intéressent moins au premier stade de développement des start-up africains de l'agri-food tech et affichent une préférence marquée par les pépites les plus matures. Les rapports relèvent par ailleurs que les investisseurs ont injecté un montant de 2,4 milliards de dollars dans les agri-food tech africaines durant la décennie 2014-2023.
L'innovation dans les domaines de l'agroalimentaire occupe la première marche du podium avec de financements cumulés de 333 millions de dollars durant la décennie écoulée, devant l'Afrique du Sud 511 millions de dollars, le Nigeria 326 millions et l'Égypte 310 millions. Ensemble, ces 4 pays représentent ainsi 88% du total d'élevé de fonds de start-up opérant dans les secteurs. Faisons place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires signés Blest Kuzola. Bonsoir. Commençons cette revue de presse avec cette information d'Info 27 qui titre Kisangani en entente, Félix Tshisekedi porteur d'espoir pour la Tchopo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le mercredi 23 octobre 2024, marquant une visite hautement symbolique pour les habitants de la région. Cette arrivée tant attendue s'inscrit dans un contexte d'espérance renouvelée, notamment après les commémorations du 2e anniversaire du génocide congolais pour de gains économiques génocostes en août dernier. Lors de son séjour, le chef de l'État procédera à l'inauguration de l'aéroport de Bangoka, une infrastructure clé destinée à stimuler les développements économiques et sociaux de la province, ainsi que plusieurs autres projets qui témoignent de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des Congolais, écrit le journal. Autre sujet d'actualité avec Forum des As qui titre « Lors du 18e Conseil de ministres, Doudou Fwamba obtient la relance du financement de projets d'infrastructures urgents ». Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai a obtenu le feu vert après la présentation de la note d'information sur le financement de projets d'infrastructures urgents lors du 18e Conseil de ministres tenu le vendredi 18 octobre, présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une étape importante franchie dans le cadre de la relance de projets d'infrastructures en RDC. Il sera question, poursuit le journal, pour ces vastes projets du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa de notamment renforcer le cadre de suivi et d'évaluation de projets, de mettre en place un mécanisme de contrôle financier et technique et de promouvoir la transparence et la gestion de projets pour garantir leur durabilité. Ces projets sont destinés non seulement à promouvoir la croissance économique mais également le bien-être du citoyen congolais, a-t-il renchéri. Terminons cette revue de presse avec la tempête des tropiques qui titre en détention provisoire, Seth Kikouni évacué du CPRK, son procès maintenu demain mercredi. L'opposant Seth Kikouni en détention provisoire au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa CPRK a été évacué au centre Eyano après une rechute suite à l'opération chirurgicale subie avant son interpellation le lundi 2 septembre dernier. L'information a été confirmée par son porte-parole Nathanaël Onokomba. Sauf report, l'audience de son procès demeure fixée au mercredi 23 octobre au CPRK. L'homme est accusé de propagation de faux bruits et incitation à la désobéissance civile. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces 3 principaux titres. La RDC expérimente une histoire rocambolesque dans les institutions. Un jeune homme s'est fait passer pour un député, à la fois sénateur aussi. Il a été débusqué. Nous avons interrogé un spécialiste sur ce que dit la loi sur un tel cas d'usurpation de fonctions publiques. À la une également, vous l'avez suivi, les travaux de construction d'un complexe industriel d'approvisionnement en eau potable pour desservir les habitants des communes de Barumbu, Makala et Kitambo avancent à grands pas. Nos reporters sont allés faire le constat. À l'international aussi, les jeunes Africains qui mettent l'innovation technologique au service de l'agriculture attirent de nouveau l'attention des investisseurs après un moment de grande crise.
C'est la fin de cette édition. Restez fidèles à nos antennes de Géopolis Télévision. Vous suivrez à 21h l'émission Chemin Critique qui sera animée par Willy Kalingaï. Bonsoir chez vous.